Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers parents, chers élèves de la première A4, C4 et D. Je suis Kpegouni Moukaila, chargé des cours d'histoire, géographie et CM, actuellement censeur au lycée Hedjernaoui. Nous continuons notre révision sur le chapitre qui concerne la population mondiale. Notre thème, c'est les mouvements de la population et leurs conséquences. Dans un premier temps, nous allons réviser les mouvements naturels et dans une prochaine séance, nous allons évoquer les mouvements externes qu'on appelle encore les mouvements migratoires. Les objectifs spécifiques, c'est qu'à la fin de la révision, je dois être capable de définir les concepts natalité, mortalité, fécondité, accroissement naturel, croissance démographique, espérance de vie. Deuxième objectif, donner les causes des fortes natalités et faibles mortalités dans les pays sous-développés. Troisième objectif, définir et caractériser un régime démographique. Donc voilà ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Avant d'arriver à l'essentiel, nous allons faire un petit rappel du cours qui précède les mouvements de la population. Le cours qui précède, c'est les diversités raciales, linguistiques et religieuses. Alors, je vous pose une question simple. À partir des exemples précis, décris la diversité des hommes sur la Terre. Je repose la question. À partir des exemples précis, décris la diversité des hommes sur la Terre. Je vous donne quelques secondes de réflexion pour que vous puissiez imaginer, vous-même donner la réponse qui va suivre. Alors, vous qui me suivez à la radio, donc soyez attentifs. La réponse, les hommes qui peuplent la Terre sont différents les uns des autres par leur race et leur culture. Donc c'est la race, les cultures qui font la différence entre nous, les êtres humains qui peuplons la planète Terre. Alors, au niveau racial, nous avons plusieurs races. La race noire qui peuple l'Afrique, la race blanche qui peuple l'Europe, le nord de l'Inde, qui peuple les Amériques et une partie de l'Afrique. Et la race jaune qui peuple l'Asie et les Amériques avec les Amérindiens. Nous avons les métis. Les métis, c'est les peuples issus du métissage entre les trois grandes races que nous venons de citer. Donc voilà, sur le plan racial, ce qui fait la différence. Sur le plan culturel,
nous avons différentes cultures qui nous différencient. Alors, quels sont les grands traits caractéristiques culturels? Nous avons d'abord, par exemple, la religion. Chacun a sa religion. Nous avons la religion islamique, la religion chrétienne, la religion bouddhiste, la religion animiste, etc. Et c'est ça qui fait aussi la différenciation, la distinction entre les hommes. Nous avons les langues. La langue aussi nous différencie les uns des autres. Et l'humanité tout entière parle plus de 3000 langues. Et c'est sur le continent africain qu'il y a plus de langues, de diversité de langues. Quand nous prenons notre pays, le Togo, nous avons plus de 42 langues qui sont parlées donc, dans notre pays. Et c'est ce qui fait donc, notre diversité. Donc malheureusement, ce qui a constaté, cette diversité que nous venons de décrire, constitue parfois une source de problèmes. Les différences de religion amènent parfois des conflits, les différences de langue amènent des conflits. Mais nous devons travailler pour que ces différenciations soient plutôt une source de richesse. Donc, cultiver l'amour, prendre quelque chose chez l'autre pour s'enrichir. Donc, voilà le sens dans lequel nous devons travailler. Notre révision du jour, les mouvements naturels. Pour mieux comprendre le cours, nous allons partir d'un exercice. Et cet exercice constitue en même temps la révision. Donc, les réponses que nous aurons à donner à cet exercice nous permettra de revisiter le cours que nous avons déjà eu au début de l'année. Alors, voici le texte, je vous le lis calmement. La croissance démographique est le résultat du mouvement naturel de la population. Le nombre de naissances diminue de celui des décès. La progression extraordinaire de la population mondiale à laquelle nous assistons constitue l'un des grands événements de l'histoire, encore qu'elle ne touche pas également tous les pays. Je vais reprendre la lecture. La croissance démographique est le résultat du mouvement naturel de la population. Le nombre de naissances diminue de celui des décès. La progression extraordinaire de la population mondiale à laquelle nous assistons constitue l'un des grands événements de l'histoire, encore qu'elle ne touche pas également tous les pays. Le texte est tiré du livre 2 secondes, La Terre, notre planète, collection Ballest, paru en 1987. Si vous avez ce document, vous pouvez retrouver ce texte. Alors, à partir de ce texte, donc, nous posons de petites questions qui nous permettent de revisiter notre cours. Question numéro 1. On nous demande de définir le mouvement naturel, de définir la natalité, la fécondité, la mortalité, la croissance démographique. Les petites réponses que nous allons donner, c'est très simple, des petites réponses simples, compréhensibles. Le mouvement naturel. Qu'appelle-t-on mouvement naturel sur le plan démographique? C'est la variation de la population suivant les naissances et les décès. Donc ici, c'est une variation dans le temps. C'est quoi la natalité? La natalité, c'est la fréquence des naissances au sein d'une population. La fréquence des naissances au sein d'une population. Une autre petite définition, c'est l'ensemble des naissances survenues dans une population au cours d'une année. C'est ça qu'on appelle la natalité. Et c'est la natalité qui permet le renouvellement de la population mondiale. Elle varie d'un pays à un autre. La fécondité. Qu'est-ce que la fécondité? C'est en s'intéressant seulement aux femmes qu'on parle de fécondité. La fécondité, c'est l'aptitude qu'a une femme de procréer.
l'aptitude qu'a une femme de procréer. La définition de la mortalité. La mortalité, c'est l'ensemble des décès survenus dans une population durant une année. Par exemple, du 1er janvier au 31 décembre 2019, si on totalise le nombre de décès qui ont eu lieu au Togo, on parlera de mortalité. La croissance démographique, qu'est-ce que c'est? La croissance démographique, c'est l'augmentation ou tout simplement la diminution de la population dans une localité, dans une ville, dans un pays ou dans le monde. Alors, une population peut augmenter ou diminuer. Donc, cela dépend du nombre de naissances, du nombre de décès. Deuxième question, cite et définit les différents types de mortalité. Les types de mortalité. Alors, il y a la mortalité en général et la mortalité spécifique à des groupes donnés. Ainsi, on parle de mortalité infantile. Le premier type, c'est la mortalité infantile. C'est le nombre de décès d'enfants de moins d'1 an durant une année. La mortalité maternelle, c'est l'ensemble des décès des femmes survenus des suites de la procréation. Ici, il faut bien comprendre, quand les femmes vont pour accoucher et qu'elles décèdent, on parle de mortalité maternelle. Notre troisième question, quelles sont les causes de l'augmentation rapide de la population mondiale? Dans le texte, on a parlé de progression extraordinaire de la population mondiale. Quelles sont les causes de cette progression extraordinaire? La première réponse, c'est la forte natalité. Quand la natalité est très élevée, la population augmente très rapidement. Deuxième réponse, c'est la baisse de la mortalité. Quand les décès diminuent de façon drastique, on a donc une augmentation de la population. Et enfin, nous avons l'augmentation de l'espérance de vie, c'est-à-dire l'augmentation de la durée de vie. Quand les hommes vivent longtemps et qu'il y a plus de naissances, on a quoi? On a une augmentation de la population. Quatrième question, cite les causes des fortes natalités et les causes de la faiblesse des décès. Dans le texte, on a parlé de forte natalité et de la réduction des décès. Alors, nous parlons d'abord des causes des fortes natalités. Les causes des fortes natalités, vous les connaissez. Donc, je vous les donne et cela permet de vous rafraîchir très facilement la mémoire. La première cause des fortes natalités, c'est les traditions sociales, surtout sur le continent africain. Les traditions sociales qui mesurent le prestige par le nombre d'enfants. En Afrique, quand quelqu'un a beaucoup d'enfants, c'est un honneur, un prestige pour lui de montrer, ça vous voyez, tel, ce sont mes enfants. Donc le prestige. Celui qui n'en a pas se trouve un tout petit peu frustré. Et donc chacun cherche à avoir des enfants. Deuxième cause, l'enfant est considéré comme une garantie pour les vieux jours, c'est-à-dire une source de revenus. Quand vous serez très âgé, que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas travailler, alors les enfants que vous avez eu à mettre au monde, déjà adultes, pourront subvenir à vos besoins. Donc avoir beaucoup d'enfants, c'est multiplier ses chances donc, de revenus à l'âge avancé. C'est ce qui amène les gens à faire beaucoup d'enfants. Troisième cause, les mariages précoces. Le fait de se marier très tôt. J'ai fait un petit calcul. Une fille qui commence par faire des enfants à l'âge de 18 ans peut facilement faire 10 ou 9 ou 10 enfants
avec un écart de 3 ans. Supposons que chaque 3 ans, elle fait un enfant. Jusqu'à la ménopause, elle peut faire 10 enfants. Donc, vous voyez, si elle ne se limite pas, donc, vous voyez comment le nombre de la population peut facilement augmenter. Une autre cause, c'est le poids des religions. Nos religions sont des religions natalistes, c'est-à-dire des religions qui encouragent la natalité. Donc, que ce soit la religion traditionnelle animiste ou la religion chrétienne ou musulmane, c'est des religions qui encouragent les naissances. Un autre point, c'est les conditions de la femme. Sur le continent africain, surtout, les conditions de la femme. Qu'est-ce que nous entendons par là? Les femmes qui ne travaillent pas, qui sont au foyer, font plus d'enfants que les femmes fonctionnaires. Parce que la femme fonctionnaire, elle a des contraintes au service qui ne lui permettent pas de faire régulièrement des enfants très rapprochés. Une femme instruite fait moins d'enfants par rapport à une femme qui n'a pas été à l'école. Déjà, le fait de faire des études, ceux qui vont jusqu'à l'université, c'est déjà un moyen de réduire les naissances. Donc, pour aller jusqu'à l'université, on est autour de finir, faire sa licence, son doctorat, on est arrivé à 25 ans, au-delà. Alors, s'il faut finir ses études avant de commencer par faire les enfants, vous voyez qu'on ne peut pas faire beaucoup d'enfants par rapport à celle-là qui n'est pas allée à l'école et qui a commencé par faire des enfants très tôt. Donc voilà des exemples parmi tant d'autres. Maintenant, la faible connaissance des méthodes contraceptives. Une femme instruite est mieux outillée pour maîtriser les méthodes contraceptives et ce qui lui permet donc de réduire les naissances. Nous poursuivons. Il y a la pauvreté. La pauvreté. Quand on est pauvre, on est enclin à faire beaucoup d'enfants parce qu'on croit que ces enfants-là, comme on l'a dit plus haut, pourront subvenir à nos besoins futurs. La polygamie, c'est aussi une source de natalité. Consciemment ou inconsciemment, dans un foyer polygame, les femmes ont tendance à faire beaucoup d'enfants. Elles veulent faire le même nombre d'enfants que sa coépouse ou ses coépouses. Donc voilà les causes, l'ensemble des causes qui justifient les naissances élevées dans les pays sous-développés. Les causes de la faiblesse des décès, de la baisse des décès. Nous avons les progrès de la médecine. Donc avec les soins médicaux aujourd'hui, quand quelqu'un fait 10 enfants, ces 10 enfants vont survivre très facilement. Donc dans l'ancien temps, les gens faisaient beaucoup d'enfants pensant que comme il y a les décès, il lui restera un petit nombre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une meilleure alimentation et une meilleure hygiène aujourd'hui sont à l'origine de la baisse de la mortalité. Et enfin, l'amélioration du niveau de vie. De plus en plus, le niveau de vie augmente, ce qui fait réduire donc, le taux de natalité. Donc voilà ce qui justifie les faibles décès. Nous avons utilisé plus haut le terme espérance de vie. Qu'est-ce que l'espérance de vie? J'attire votre attention sur les erreurs que vous commettez. Toujours, chaque année, on a les mêmes erreurs. Je parle d'espérance de vie. Je ne dis pas expérience de vie. Espérance. Qu'est-ce que l'espérance de vie? L'espérance de vie, c'est tout simplement la durée moyenne qu'un individu peut espérer vivre à la naissance, en tenant compte des conditions de vie et du niveau de vie. Donc retenez tout simplement, l'espérance de vie, c'est la durée moyenne qu'un individu peut espérer vivre à la naissance. Donc voilà ce qu'on appelle espérance de vie. Cette espérance de vie n'est pas égale partout. Elle est faible dans les pays sous-développés et elle est élevée dans les pays développés. Par exemple, au Togo, l'espérance de vie pour les hommes, c'est 60 ans à l'heure actuelle et pour les femmes, c'est 63 ans. En Europe, par exemple, en France, pour les femmes, c'est 78 ans et pour les
hommes, c'est 75 ans. Après ces définitions, nous allons passer au calcul des indices démographiques, indices de natalité et de fécondité. Le premier indice, c'est le taux de natalité. Qu'est-ce que le taux de natalité? Le taux de natalité, c'est le nombre de naissances vivantes pour 1000 habitants durant une année. Nous avons le taux de natalité et le taux de mortalité. Nous parlons ici d'abord du taux de natalité. C'est le nombre de naissances vivantes pour 1000 habitants durant une année. Voilà la formule qui est au tableau. Pour vous qui nous suivez à la radio, vous ne pouvez pas voir les images. Vous pouvez ouvrir votre cahier pour mieux voir. Donc le taux de natalité, comment ça se calcule? Vous faites tout simplement le nombre de naissances dans l'année fois 1000 sur la population moyenne. Nombre de naissances dans l'année fois 1000 sur population moyenne. Donc le résultat, c'est pour 1000. Le taux de natalité s'exprime en 1000. Le taux de fécondité. Qu'est-ce que le taux de fécondité? Puisque la fécondité s'intéresse seulement aux femmes, nous allons donc définir le taux de fécondité par rapport aux femmes. Donc c'est le nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes en âge de procréer. Alors, quelle est la tranche d'âge féminine en âge de procréer? C'est les femmes âgées entre 15 et 49 ans. C'est cette tranche d'âge-là qu'on appelle les femmes en âge de procréer. Avant 15 ans, on n'est pas mature pour donner naissance. Après 49 ans, on est à la ménopause. On ne peut plus faire des enfants. Donc voilà cette tranche-là. Alors, ça se calcule comment? Vous faites le nombre de naissances vivantes dans l'année fois 1000 sur le nombre de femmes en âge de procréer dans un pays. Et le résultat aussi, c'est pour 1000. Les taux de natalité et les taux de fécondité sont très élevés dans nos pays sous-développés. Par exemple, ils varient entre 40 et 45 pour 1000. Par contre, ils sont faibles dans les pays développés. Exemple, 10 pour 1000 dans les pays développés. Un autre indice, c'est l'indice synthétique de fécondité. L'indice synthétique de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Cela se calcule par rapport donc, aux femmes. Et l'indice synthétique de fécondité est très élevé dans les pays sous-développés. Comprenez que c'est la moyenne qu'on calcule, la moyenne. On prend le nombre de naissances et qu'on divise par le nombre de femmes pour arriver à trouver donc, cette moyenne. Et au Togo, selon le recensement de 2010, cet indice est de 5,1. Ce qui veut dire qu'au Togo, en 2010, une femme togolaise fait en moyenne 5 enfants. Je dis bien, c'est la moyenne, comprenez bien. Il y en a qui ne font pas du tout, d'autres le font, d'autres font 10, d'autres font 1, 2. Donc c'est la moyenne qu'on calcule pour arriver à ce chiffre de 5. Les causes de forte natalité dans les pays sous-développés. Les causes de forte natalité dans les pays sous-développés. On a déjà revu ça, donc vous allez vous remémorer ça très rapidement. Donc vous en approprier et donc mieux maîtriser votre cours. Le taux de mortalité, c'est l'ensemble des décès pour 1000 habitants durant une année. Et le taux de mortalité, ça se calcule comment? Vous faites tout simplement le nombre de décès dans l'année fois 1000
sur la population moyenne. Nombre de décès dans l'année fois 1000 sur la population moyenne. Donc ensuite, nous calculons le taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins d'1 an, c'est-à-dire ceux qui sont âgés entre 0 et 11 mois. Donc quand il y a décès, durant cet âge-là, on parle de mortalité infantile. Donc on fait le total dans l'année fois 1000 sur le nombre de naissances de l'année pour trouver le taux de mortalité infantile. On considère que c'est toujours les naissances vivantes. Nous avons parlé plus haut de la mortalité maternelle. Vous connaissez déjà la définition. Ici, nous parlons de taux de mortalité maternelle. C'est le nombre de décès des femmes des suites de la procréation, c'est-à-dire les femmes qui décèdent au moment de donner la vie. C'est en ce moment qu'on parle de mortalité maternelle. Donc, comment on calcule le taux de mortalité maternelle? On fait tout simplement le nombre de décès des femmes qui meurent au moment d'accoucher fois 100 000 sur le nombre de naissances vivantes. Et le résultat, on l'exprime en 100 000. Par exemple, si on calcule, on peut trouver 7 pour 100 000. Taux de mortalité maternelle, nombre de décès des femmes lors de l'accouchement, fois 100 000 sur le nombre de naissances vivantes de l'année. Donc voilà les indices de mortalité, les indices de natalité. Nous faisons une remarque très importante à partir de tout ce que nous venons de dire. Le taux de mortalité en général, tout comme les taux de mortalité infantile et maternelle, sont très élevés dans les pays sous-développés et faibles dans les pays du Nord. Les pays du Nord, c'est les pays développés. Ils indiquent le niveau d'état sanitaire d'un pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les structures sanitaires sont très développées dans un pays, ces taux sont faibles. Et quand le niveau d'état sanitaire est faible, ces taux-là ont tendance à être très élevés. Alors, en Afrique, le taux de mortalité infantile se situe entre 58 pour 1000 et 159 pour 1000. Ça, c'est la fourchette. Donc, sur 1000 naissances vivantes en Afrique, il y a entre 58 et 159 décès, selon les pays. Mais en Europe, ce taux est inférieur à 10 pour 1000. Sur 1000 naissances, on enregistre moins de 10 décès d'enfants. Nous continuons. Donc, j'espère que vous avez pris bonne note. Le taux de mortalité maternelle, il varie entre 600 et 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, en Afrique, dans l'année, quand les femmes vont pour accoucher, on enregistre quoi? 600 à 700 décès. 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est encore très élevé, très élevé. Mais des efforts sont en train d'être faits partout, et particulièrement dans notre pays, avec le gouvernement qui a pris en charge aujourd'hui la césarienne qui est gratuite. Cela réduit considérablement la mortalité maternelle. Donc en Europe, ce taux est très faible. Nous avons des informations. En Europe, les femmes même ne veulent pas souffrir pour accoucher. Quand elle est à terme, elle va simplement lui faire la césarienne pour enlever l'enfant. Bien, donc des efforts sont faits aussi dans nos pays pour que ce taux-là puisse chuter considérablement. Il n'y a pas de risque zéro. Les causes des décès. Qu'est-ce qui provoque les décès dans le monde? Et surtout dans notre pays, nous avons les maladies telles que les IST-Sida, les maladies épidémiques comme le choléra, l'Ebola, et surtout ce que nous vivons actuellement. Vous êtes bien informés. Dieu merci, dans notre pays,
Et en Afrique particulièrement, nous sommes, disons, plus ou moins épargnés, même s'il y a des décès, ça peut aller. Mais en Europe, chaque jour, on nous annonce des centaines de morts avec le coronavirus. Donc ça, c'est parmi tant d'autres les causes des décès. Les accidents aussi sont les causes des décès. Il vous suffit de circuler dans nos rues, vous voyez que chaque fois, il y a des accidents mortels. Les complications de grossesse, les complications d'accouchement sont aussi des causes de décès. Et enfin, les guerres. Les guerres qui causent des milliers de morts partout dans le monde. Et c'est l'occasion de prendre conscience pour éviter ces calamités. Il y a les catastrophes naturelles, les séismes, les volcanismes, les tremblements de terre, les inondations qui provoquent aussi de nombreux morts. Donc voilà les causes des décès dans le monde. Nous passons à la notion d'espérance de vie, d'accroissement naturel et de croissance démographique. Nous avons déjà défini tout cela, donc nous allons continuer avec l'accroissement naturel. Qu'entend-on par accroissement naturel? L'accroissement naturel, sur le plan démographique, c'est tout simplement la différence entre les naissances et les décès. Les naissances sont plus élevées en général que les décès. Quand on fait la différence, on a l'accroissement naturel. Maintenant, le taux d'accroissement naturel, comment ça se calcule? On fait tout simplement la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Mais si vous avez les taux bruts, on peut facilement calculer le taux d'accroissement naturel. Pour ceux qui me suivent à la télé, vous avez la formule qui s'affiche. Donc le taux d'accroissement naturel, c'est les naissances moins les décès fois 100 sur la population moyenne. Donc voilà comment on calcule le taux d'accroissement naturel. La croissance démographique, donc, c'est tout simplement l'augmentation de la population durant une année. Ça peut être aussi une diminution. Pourquoi? Quand vous avez un taux de natalité inférieur au taux de mortalité, en ce moment, la croissance démographique sera négative. Donc c'est pourquoi on parle d'augmentation ou de diminution. Le taux de croissance, c'est le taux par lequel une population augmente ou diminue durant une année en tenant compte du taux d'accroissement naturel et du taux net de migration. Il y a une subtilité là-bas. J'ai parlé de croissance démographique et maintenant je parle de taux de croissance. Accroissement démographique, taux de croissance. Donc il y a une subtilité à retenir. Le taux de croissance tient compte de la natalité, de la mortalité, plus l'émigration et l'immigration. Donc, nous allons parler dans une prochaine séance de l'émigration et de l'immigration et vous allez mieux comprendre. Donc, pour calculer le taux de croissance, on fait taux d'accroissement naturel plus taux net de migration. Pour vous qui me suivez à la télé, vous avez la formule au tableau. Taux de croissance égale naissance moins décès plus immigration moins émigration fois 100 sur population moyenne. Vous passez. Merci pour votre attention. Nous allons terminer cette révision avec la notion de régime démographique. Qu'appelle-t-on régime démographique? Toi qui me suis, très souvent vous avez des difficultés à ce niveau. Je vous prie de prêter beaucoup attention. Qu'appelle-t-on régime démographique? Le régime démographique, c'est l'état de croissance dans lequel se trouve une population. Le régime démographique, c'est l'état de croissance dans lequel se trouve une population. Et là, on distingue 3 types de régimes démographiques, ce qui veut dire 3 stades de croissance démographique.
Nous avons le régime traditionnel, le régime de transition et le régime qu'on appelle régime avancé ou régime moderne. Nous allons vous présenter ce schéma qui caractérise mieux la structure de la croissance de la population dans nos pays. Donc vous qui me suivez à la radio, prenez votre cahier, ouvrez-le, vous avez le schéma au tableau, nous allons le revisiter. Donc les régimes démographiques, le schéma est composé de 3 grandes colonnes et la deuxième colonne est subdivisée en 2. Donc la première colonne que nous avons, c'est la phase de régime traditionnel. Nous avons la première courbe qui représente les décès, donc c'est les taux de mortalité. La deuxième courbe plus haut représente les taux de natalité. Donc dans un régime traditionnel, les taux de natalité sont très élevés, de même que les taux de mortalité. Donc voilà comment ça se présente. Taux de natalité élevé, taux de mortalité élevé. Et la conséquence, c'est quoi? On a un taux d'accroissement naturel très faible. On a un taux d'accroissement naturel très faible. C'est ça la courbe ici. La deuxième colonne donc, représente le régime de transition que vous avez là. Donc d'ici jusque là, c'est le régime de transition qui est subdivisé en 2 phases. Nous avons une première phase avec un taux de natalité qui reste élevé. Et ensuite, un taux de mortalité qui chute de façon drastique. Alors, on a quoi? Un taux d'accroissement naturel qui est très élevé. La deuxième phase, donc la deuxième sous-colonne du régime de transition, ici, le taux de natalité commence par chuter progressivement, alors que le taux de mortalité, lui, il reste très faible. Il reste très faible. On a quoi? On a donc aussi une augmentation de la population, mais qui progressivement va se réduire. La troisième phase, c'est la troisième colonne que vous avez ici. C'est presque le contraire de la première phase du régime traditionnel. Donc là-bas, c'est le régime avancé ou le régime moderne. Donc on parle de faible accroissement naturel de bas niveau. Donc là, il y a une faible augmentation de la population. Pourquoi? Le taux de natalité et le taux de mortalité sont très faibles. Donc voilà donc, cette partie qui caractérise donc, le régime avancé. Donc nous avons ici le régime traditionnel qu'on appelle encore régime ancien. La première phase que vous avez ici, natalité forte, mortalité faible. Vous avez ici natalité encore élevée, mais la mortalité en baisse. Et de ce côté, natalité et mortalité faible. Donc voilà comment se présentent les régimes démographiques. Les pays sous-développés, la majorité de ces pays se situent dans le régime de transition. C'est le cas de notre pays. Notre pays est dans la phase de transition démographique. Et la conséquence de tout cela, c'est le nombre élevé de jeunes. Suivant le recensement de la population togolaise en 2010, les jeunes de moins de 15 ans représentent 42% de la population. 42%. Et quand on prend les jeunes qui se situent de 0 à 25 ans, on a jusqu'à 60% de la population. Donc c'est la caractéristique des régimes de transition. Et voilà une photo que nous avons voulu vous présenter qui indique des jeunes. C'est l'âge de notre population, ça, partout en Afrique. Et vous allez vous croire dans la cour de la récréation. Donc voilà la jeunesse de notre population. Nous avons traité des exercices
qui nous ont permis de nous rafraîchir la mémoire sur le cours que nous avons déjà eu. Nous allons vous laisser un exercice que vous allez traiter à la maison, entre vous. Alors, je vous le lis. Vous qui me suivez à la radio, je prends mon temps pour vous le lire et noter pour traiter à la maison. Donc, exercice A. Notez exercice A. On a enregistré en 2019. On a enregistré en 2019 dans un pays 180 000 naissances. On a enregistré en 2019 dans un pays 180 000 naissances vivantes. 61 000 décès. 61 000 décès, dont 15 250 décès d'enfants de moins d'un an. 61 000 décès, dont 15 250 décès d'enfants de moins d'un an et 600 décès maternels. 600 décès maternels. La moyenne de la population de ce pays est de 4 millions. La moyenne de la population de ce pays est de 4 millions. C'est le libellé de notre exercice. La consigne, en petit 1, calcule le taux de natalité. Calcule le taux de natalité. Petit 2. Calcule le taux de mortalité infantile et maternelle. Calcule le taux de mortalité infantile et maternelle. Petit 3. Calcule le taux d'accroissement naturel. Petit 3. Calcule le taux d'accroissement naturel. Pour le petit 1, vous pouvez ajouter le taux de mortalité que vous devez calculer aussi. Calculer en même temps le taux de natalité et de mortalité. Bien. Partie B, exercice B. Donne les causes des forts taux de natalité dans les pays sous-développés. Donne les causes des forts taux de natalité dans les pays sous-développés. J'espère que l'exercice est bien noté. Mais avant de vous quitter, permettez que je vous rappelle quelques consignes. Les erreurs que vous commettez souvent, c'est de croire que le cours d'histoire-géographie, ça se bûche. Ça ne se bûche pas. Il faut posséder, il faut comprendre avant d'aller à l'examen. Il faut toujours être attentif en classe. Mes amis, savoir par cœur n'est pas savoir. On comprend d'abord. Et quand on comprend, on peut voler de ses propres ailes. Faites attention aussi aux annales. Vous bûchez les corrigés et vous nous reproduisez les mêmes corrigés qui n'ont aucun lien avec les sujets qu'on vous donne. Donc c'est là les erreurs que vous commettez sur vos copies d'histoire et géographie. La langue de travail, c'est le français. Faites un effort de vous exprimer clairement. S'exprimer clairement, c'est lire. Il faut lire. Quand vous ne maîtrisez pas bien les expressions, le correcteur ne peut pas vous comprendre. Vous pouvez avoir une belle idée, mais quand elle est mal exprimée, vous passez à côté. On vous donne une mauvaise note à la correction, vous dites non, j'avais bien fait. Et pourtant, en voulant écrire quelque chose, vous avez dit son contraire. Le correcteur ne peut pas noter, il ne peut pas se mettre dans votre tête. Donc ça, c'est ce que vous devez éviter. Merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez pris bonne note du peu que nous vous avons apporté. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer avec les mouvements migratoires. Donc au revoir et à la prochaine. Bye.